Salam alaikum Boki. Nous sommes ravis de vous retrouver pour votre émission de motivation et d'inspiration, Leitmotiv. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le directeur général de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal. Moussa Baldé est avant tout un spécialiste en mathématiques, professeur titulaire des universités en mathématiques à l'UCAD. Il est également président du conseil départemental de Kolda, où il œuvre pour offrir de meilleures conditions de vie aux populations de Kolda. Professeur Moussa Baldé dans Leitmotiv, c'est tout de suite après la pub. Professeur Moussa Baldé, bonjour. Bonjour Corinne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour la visite. Alors, professeur Moussa Baldé, comme expliqué dans notre introduction, vous êtes le directeur général de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal, la SODAGRI. Vous êtes un éminent spécialiste en mathématiques et également président du conseil départemental de Kolda. Racontez-nous votre cursus scolaire. Merci beaucoup Corinne. Mon cursus scolaire, il a démarré en Casamance, dans le département de Kolda justement. Et comme j'ai l'habitude de dire, une fois raconté ça à Jean-Christophe Ruffin, moi je suis né dans une école, dans un village où il n'y avait pas d'école. Donc j'ai dit, allez, 50 km pour faire une école primaire. Tous les jours? Pas tous les jours, je devais rester là chez mon grand-père, où il y avait une école primaire toute l'année. Après l'école primaire, ça c'est à Dabo, dans le département de Kolda. Il n'y avait pas de collège à Dabo, donc il fallait aller maintenant à Kolda, où j'ai fait le collège. Et après le collège, il n'y avait pas de lycée à Kolda, il fallait aller à Ziguinchor pour faire le lycée, où j'ai fait le lycée d'Ignabo et où j'ai obtenu un bac C en 1986. Il n'y avait pas d'université en Casamance, donc j'ai dû venir à Dakar, où j'ai intégré la section mathématiques physiques. J'ai obtenu une licence de maths, une maîtrise de maths pure et un DA de maths pure. Et après ça, je voulais quand même continuer à faire des mathématiques. Donc j'ai dû aller en France, j'ai obtenu une bourse pour aller faire une thèse de doctorat que j'ai faite à l'Institut national des sciences appliquées de Rouen, INSA. Et c'est en 1999 que j'ai soutenu ma thèse. Alors, professeur Baldé, pouvez-vous nous dire justement d'où vous vient cette passion pour les mathématiques? Oui, c'est difficile à expliquer ça. Je sais que juste tout jeune, déjà à l'école primaire, on disait que j'étais un peu doué pour résoudre les problèmes. Au collège, j'avais toujours eu de bonnes notes, aussi jusqu'au lycée. Donc, je me sentais naturellement prêt pour intégrer une section de mathématiques. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être dans mon ADN. Voilà, dans mon ADN. J'ai toujours aimé les mathématiques et que je considère aussi comme une célébration perpétuelle de la vérité. Donc, je pense que c'est un peu ça qui m'a poussé. C'est difficile à expliquer, mais peut-être que dans mon ADN, il y avait les mathématiques. Tout à fait. Alors, quel âge avez-vous, Monsieur Baldé, quand vous avez fini votre thèse de doctorat? Alors, comme je vous ai dit, avec toutes les dites contraintes qu'on a eues, moi j'ai soutenu ma thèse. Bouger, voyager, voilà, depuis votre enfance. Et on perd du temps aussi, parce que nous, je me rappelle, j'ai perdu une année à l'école primaire parce qu'on n'a pas eu de maître. On a fait l'année blanche. Nous sommes la génération de l'année blanche, avec beaucoup de gens qui exercent le pouvoir actuellement, y compris le président de la République. En 88, il y avait une année blanche à Dakar. Et donc, du coup, avec tout ça de perdu comme temps, j'ai fini quand même par soutenir une thèse à 33 ans, ce qui me semble finalement correct. D'accord. Alors, c'est en 1999 que vous finissez votre thèse de doctorat à l'université de Rouen. Vous avez un brillant parcours académique. Que décidez-vous de faire à ce moment-là? Voilà, donc là, j'étais en France, je venais de finir une thèse de doctorat. Il y avait deux possibilités. Soit on cherche un postdoc pour rester en France, ou bien à l'époque aussi, il y avait quelque chose qui était à la mode, c'était d'aller au Québec, au Canada. Oui. J'avais mes copains, on avait déposé des papiers ensemble et ça se passait bien. J'avais franchi toutes les étapes.
Mais à un certain moment, quand j'ai fini vraiment ma thèse, je me suis dit, est-ce qu'il faut aller encore dans un autre pays? Est-ce que je vais être plus utile là-bas qu'ici? Finalement, après multi réflexions, je suis revenu d'ailleurs à un moment crucial pour le Sénégal, parce que moi je suis revenu au Sénégal le 1er février l'an 2000. Donc à 16 jours de l'élection présidentielle qui va consacrer la première alternance au Sénégal. Et à l'époque, beaucoup d'amis m'avaient déconseillé parce que on disait que le Sénégal allait exploser, qu'il y avait une tension politique énorme. Oui. Tout le monde me disait au moins d'attendre après au moins l'élection pour savoir ce qui allait se passer. Je ne sais pas pourquoi, j'étais poussé par une force pour revenir au Sénégal. Et j'ai toujours dit que les 2 meilleures années que j'ai vécues au Sénégal, c'est entre 2000 et 2002, parce qu'on a eu l'alternance, ce qui était fabuleux. Et ensuite, il y a eu la bande à El Diouf qui nous a fait rêver à la Coupe d'Afrique au Mondial. Donc 2000-2002, c'était vraiment des années formidables. Et donc, il faut croire à son pays et j'ai été très content de revenir au Sénégal. Tout à fait. Alors donc, donc c'est à l'UCAD que vous commencez à travailler en tant qu'assistant stagiaire. Pouvez-vous nous dire dans quel département vous étiez et en quoi consistait exactement votre travail? Oui, une fois que j'ai fini ma thèse, parce que moi, avant de partir, lorsque je faisais mon DA, j'étais déjà recruté comme assistant. J'ai dit laisser tomber ce poste et partir, c'était un risque que j'avais pris. Mais dès que j'ai fini ma thèse, mes profs m'ont dit, en tout cas, si tu le souhaites, ton poste, il est toujours là. J'ai dit d'accord, donc en revenant ici, j'ai intégré le département de maths que j'avais quitté en 1994 et je l'ai réintégré comme assistant stagiaire à l'époque. Donc tout le monde devait commencer par assistant stagiaire, quel que soit le niveau. C'est à ce titre que j'ai réintégré le département de mathématiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors donc oui, c'est ça, vous faites 1 an et demi au poste d'assistant stagiaire et en 2001, vous êtes nommé maître assistant toujours à l'UCAD. Vous passez 13 ans de votre vie en tant qu'enseignant. Pouvez-vous nous parler de ces années où vous étiez professeur? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'une fois que je suis rentré, donc vous savez, tous les pays africains francophones, on est liés par le comité africain qui s'appelle CAMES. C'est le comité qui gère un peu l'avancement des grades au niveau des universités africaines. Et donc en 2001, je suis passé maître assistant. Donc quand on est maître assistant, vous savez, les grades de l'université, dans le système CAMES, qui régit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et beaucoup d'autres pays, il y a une vingtaine de pays. Quand on est assistant et maître assistant, c'est ce qu'on appelle le rang B. On est censé faire des travaux dirigés. Et je me suis attelé à faire des travaux dirigés dans toutes les sections de la faculté des sciences, en maths, en physique, en algèbre, en analyse. J'ai donné même quelques cours. Et de 2000 donc jusqu'en 2008, j'étais maître assistant. En 2008, avec la recherche que j'ai effectuée entre-temps, j'ai dû aller faire un postdoc au niveau de Paris, au L2S, pour essayer de faire des publications, de faire de la recherche. Et après beaucoup de publications, on doit pouvoir demander à pouvoir passer maître de conférence. Donc j'ai postulé pour le grade de maître de conférence en 2008 et c'est à ce titre que j'ai été nommé maître de conférence au département de maths à partir du 1er octobre 2008. Et là, une fois qu'on est maître de conférence, ça veut dire qu'on intègre ce qu'on appelle les rangs A. Ou ce qu'on appelle enseignant de rang magistral, c'est-à-dire qu'on a maintenant le droit de donner des cours à l'amphi, des cours magistraux, encadrer des étudiants en thèse. Et à ce titre aussi, je me suis évertué à donner des cours magistraux. Donc j'ai tenu la section licence de maths, maîtrise de maths pendant 4 ans. J'ai essayé de travailler pour une réorganisation du laboratoire de géométrie et application de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de créer un réseau africain de géomètres, de gens qui font des mathématiques pures et appliquées. Nous avons en 2013 par exemple compétit pour avoir une bourse d'une fondation américaine de 400 000 $ que nous avons obtenu pour former 20 docteurs en Afrique. D'ailleurs, ce projet a tellement bien marché que quand il est fini en 2018, il a été renouvelé pour encore 5 ans. Il y a même des Nigériens, des Burkinabés qui se font former dans le cadre de ce projet. J'ai été aussi impliqué, je suis promoteur d'un projet pour développer les biomathématiques au Sénégal. C'est un projet avec la coopération belge de 500 000 €. Donc ce projet aussi est en phase de se terminer. Donc j'ai essayé en tout cas de faire profiter
de mes relations à mon université. J'ai participé par exemple à la création de l'Université de Dakar. J'étais le responsable des programmes de mathématiques de l'Université de Ziguinchor du moins, quand j'étais à Dakar. Donc, entre autres, en tout cas, j'ai essayé de faire en sorte que les mathématiques se développent dans notre pays, en Afrique de façon générale, de coacher des jeunes pour pouvoir créer vraiment une véritable école de théorie du contrôle, de mathématiques appliquées au Sénégal. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un post-doctorat ou qu'est-ce qui vous poussait tous les jours justement à avoir cette soif de connaissances? Vous savez, quand je suis revenu au Sénégal, ici, quand on est enseignant, il y a un déficit d'enseignants dans les universités africaines. Et du coup, on fait un quantum horaire qui est de loin supérieur à la normale. Ce qui fait que l'aspect recherche devient un peu négligé. Donc, quand je suis resté de 1999 à 2003, j'ai compris que j'avais besoin de retourner dans un laboratoire pour pouvoir, en tout cas, me remettre à jour. C'est à ce titre que j'ai candidaté et j'ai obtenu une bourse de la francophonie pour passer 10 mois au laboratoire des signaux et systèmes du CNRS à Paris, ce qui était une bonne chose pour moi. Ça m'a relancé et c'est ce qui m'a permis justement de faire les recherches qui m'ont permis de passer maître de conf en 2008. Ça vous a redynamisé. Exactement. Alors en 2008, vous êtes nommé responsable du laboratoire de géométrie et application. Sous votre responsabilité, le laboratoire s'est modernisé et est considéré comme l'un des meilleurs de la sous-région, voire du continent africain. Vous organisez de nombreux colloques, vous invitez d'éminents chercheurs européens et américains, vous publiez de nombreux articles dans des revues internationales. Quelle a été votre stratégie pour hisser cette structure au premier plan dans le domaine de la recherche scientifique en Afrique? Oui, c'est vrai que le problème qu'on a ici au Sénégal et en Afrique de façon générale, c'est que la recherche n'est pas financée. Oui, malheureusement. Malheureusement. C'est pour ça que beaucoup se découragent. Exactement. Donc, du coup, nous, on avait une stratégie, c'est qu'on s'est dit, nous avons nos contacts en France. L'idée, c'est de faire profiter nos universités de ces contacts-là. Alors, quand j'étais responsable du laboratoire de géométrie, j'ai pu inviter régulièrement des collègues français avec qui soit j'étais en thèse, soit étaient mes profs quand j'étais en thèse. On se connaissait et gracieusement, ils payaient le billet d'avion, ils venaient donner cours. Nous, tout ce qu'on avait à faire, c'est de fournir un logement. Des fois, même ça, ils le prenaient en charge. Donc, j'ai pu quand même inviter plein de profs qui sont venus pour permettre à nos étudiants d'être en contact avec ce qui se fait de mieux en mathématiques. Et nous avons organisé aussi, comme vous l'avez vu, des colloques de niveau mondial. Au niveau de Dakar. Oui. On a eu par exemple d'éminents scientifiques français, des académiciens comme Jean-Michel Coron. Et on a le summum, c'est qu'on a pu inviter par exemple la dernière médaille Fields française, ou l'avant-dernière, en l'occurrence Cédric Villani, qui est venu nous animer une école SIMPA à Dakar. Oui, à ce moment, il y a eu effectivement une sorte de tourbillonnement. Les mathématiques, au niveau de la sous-région, ça venait de partout. On recevait jusqu'à 70 étudiants de Côte d'Ivoire, de Niger, de partout jusqu'au Cameroun, jusqu'en Égypte, qui venaient se rencontrer à Dakar et profiter des cours des écoles SIMPA que nous organisions ici. Alors, M. Baldé, comment se porte le secteur scientifique en Afrique, d'après vous? Y a-t-il de plus en plus de chercheurs, de jeunes qui se spécialisent dans le domaine des sciences ou au contraire, vous pensez que les jeunes se sentent aujourd'hui plus à l'aise dans le domaine de la gestion ou du management, par exemple? Oui, vous savez, les gens, ils essaient d'être réalistes. Par exemple, nous, quand on a nos étudiants, quand ils arrivent en licence, se posent le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à faire des mathématiques théoriques ou aller faire de l'informatique ou autre chose? Et la vérité, c'est que les gens, ils pensent qu'ils vont pouvoir s'insérer et devenir, en tout cas, riches plus rapidement en faisant informatique ou gestion, etc. La recherche, c'est quelque chose de risqué. D'abord, c'est long. Et ensuite, quand on s'inscrit en thèse, ce n'est pas gagné d'avance. On peut rester 3 ans et ne pas avoir sa thèse à la fin. Donc, c'est des risques que beaucoup de gens n'ont pas envie de prendre. Ils sont pressés aussi, les jeunes. Ils sont pressés, et ça, c'est la vérité. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde speed. Tout à fait. Voilà, donc, on est pressé de gagner sa vie, on est pressé de rentrer dans la vie active. Exactement. Et derrière aussi, des fois, il y a même des problèmes sociaux, c'est-à-dire que les parents, ils ont investi sur leurs enfants. Vous savez, en Afrique, on attend toujours que quand on investit sur un
garçon ou une fille, oui. son enfant de façon générale, c'est une sorte de retour sur investissement. Ouais. Surtout que dans une famille, des fois, il peut y avoir qu'un seul enfant puisse aller à l'école. Exactement. Donc du coup, il y a cette pression qui fait que de brillants étudiants sont obligés de stopper leur parcours. Exactement, pour pouvoir travailler et subvenir aider leur famille. Donc il y a toutes ces contraintes qui font qu'effectivement, faire des études longues en Afrique, des cas comme moi, à la limite, c'est miraculeux. À la limite, on se dit comment il a fait pour faire tout ça. Et donc, nous avons ce problème. Néanmoins, c'est pour cela que, par exemple, dans le cadre de notre projet avec la Fondation Simon, c'est un richissime mathématicien américain. C'est un mathématicien qui s'est converti pour être trader. Il a gagné tellement d'argent qu'il s'est décidé d'aider les maths en Afrique. Il avait décidé de donner 3 bourses aux meilleurs projets qui seront proposés en Afrique subsaharienne. Dieu merci, notre projet a été classé parmi les 3 premiers. Félicitations. Et donc, on a eu ce projet de 400 000 $. L'idée, c'est de permettre à nos étudiants, en plus de la bourse sénégalaise quand on fait un 3e cycle, d'avoir une bourse supplémentaire. On donne au moins 100 000 francs CFA aux étudiants qui font thèse dans le cadre de ce projet. Donc on essaie de les encourager, de leur permettre de voyager. Et il faut reconnaître qu'aussi maintenant, dans toute la sous-région, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, les universités essaient quand même de donner des salaires assez motivants. Parce que nous, quand on revenait, nos salaires, c'était à la limite des salaires de secrétaire. Donc heureusement maintenant, l'universitaire sénégalais, et je sais, puisque je m'informe, je sais que ce soit au Niger, au Bénin, en Côte d'Ivoire, les salaires ont été revus à la hausse, ce qui peut motiver quand même les gens à se dire, bon ok, en faisant un peu d'effort, si j'arrive à avoir un poste à l'université, je vais pouvoir vivre correctement. Alors cette même année, de 2008, vous êtes également nommé maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop. Qu'avez-vous ressenti à ce moment? Était-ce une satisfaction personnelle ou une raison pour encore plus travailler? Oui, c'était une satisfaction personnelle pour surtout la raison suivante. C'est-à-dire nous, quand on est revenu au Sénégal en 2000, c'était un moment où même l'université de Dakar, qui est l'une des meilleures en mathématiques dans le monde francophone en Afrique, manquait de professeurs de rang magistral. Donc on avait un objectif, c'est que il fallait que nous, notre génération, que nous relevions ce défi. Il y avait que quasiment 80% des enseignants de l'université Cheikh Anta Diop étaient des rangs B. Donc dès que la coopération française avait cessé, tous les professeurs, éminents professeurs qu'on avait ici étaient partis, d'autres étaient partis à la retraite. Donc notre génération, on s'était fixé comme objectif, c'est que le plus rapidement possible, on doit atteindre le niveau d'enseignant de rang magistral. Donc là, c'était vraiment, effectivement, quelque chose sur laquelle on avait travaillé depuis 10 ans, voire plus. Et donc c'était une sorte d'aboutissement, effectivement. Et là, bon, il ne fallait pas s'arrêter en si bon chemin. Donc maître de conf, c'est le premier grade de rang magistral. Il fallait passer prof titulaire. Et à l'occasion du CAMES, de la session du CAMES de 2018, j'ai eu la chance de postuler et d'être inscrit sur la liste des professeurs titulaires des universités du CAMES. Oh, bravo. Alors, on ne peut pas nier le fait que vous êtes un homme de science. D'ailleurs, à ce titre, nous pouvons citer quelques-unes de vos fonctions. Vous êtes membre du Centre international de mathématiques pures et appliquées, membre du conseil d'administration de la Société francophone de biologie théorique, membre unité mixte internationale de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes, maître de conférence de l'université Cheikh Anta Diop et professeur titulaire à partir de la rentrée prochaine. Vous avez rencontré d'éminents chercheurs. Que retenez-vous de toutes ces expériences? Oui, moi, je me rappelle quand on a eu notre maîtrise en mathématiques, là, il se posait le choix. Comme je vous ai dit, nos parents ont investi sur nous, on vient du monde rural, il était temps de faire des choix. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas d'ailleurs certains de nos choix, c'est que l'idée c'était de devenir prof de lycée et commencer à être salarié. Moi, j'avais toujours eu l'impression que j'étais attiré par le monde de la recherche parce que je me dis que c'est un monde infini. C'est-à-dire que la recherche, quand on a trouvé un résultat, c'est qu'on a découvert 10 autres questions qu'on n'a pas pu résoudre. Donc ça m'avait beaucoup attiré. Et donc, je me disais qu'il faut que nous, en tout cas en Afrique, qu'on essaie d'avoir des gens qui puissent s'investir dans ce domaine-là. Donc le monde de la recherche, comme je dis, c'est un monde infini. On travaille aujourd'hui, on résout un problème et on voit qu'on a découvert une centaine d'autres problèmes. En fait, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est que, contrairement à ce que les gens pensent,
Le milieu de la recherche, le monde universitaire, c'est un monde où on peut bien s'épanouir. On n'est pas très riche, c'est vrai, mais on est riche de beaucoup d'autres choses. Et je disais une fois à un de vos confrères qui était venu ici en me disant que j'avais abandonné peut-être la craie pour des bureaux douillet. Je lui avais dit que la qualité de vie d'un individu, ça ne se mesure pas à ses fauteuils. Oui, il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent. Et moi, j'aime bien le milieu universitaire parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens à travers le monde. Les maths m'ont fait voyager presque partout. Oui. Je voyageais plus en tant que professeur de mathématiques à l'université qu'en tant que directeur général de la CEDAGRI. Ça m'a mené en Afrique du Sud, ça m'a mené en Pologne, un peu partout en Europe, un peu partout en Afrique. Donc c'est une expérience formidable où on rencontre des gens du monde entier. L'avantage des maths, les mathématiques, c'est aussi universel que le football. Voilà. C'est-à-dire que quand on rencontre un collègue mathématicien, on discute tout de suite mathématiques sans même... Il y a tout de suite le lien. Voilà, il n'y a pas de barrière de race, il n'y a pas de barrière ethnique ni de frontières pour le pays. La seule chose qu'on se pose, c'est dans quel domaine en mathématiques, et si le monsieur il comprend ce domaine, vous pouvez tout de suite discuter. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai retenu. J'ai rencontré vraiment des gens formidables, des professeurs d'un niveau dont je ne pouvais même pas soupçonner. Et des gens, la science, les professeurs que j'ai rencontrés, je retiendrai surtout leur générosité. Les gens, ils sont d'une générosité extrême, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à partager leur savoir, à faire en sorte que la connaissance... Parce que leur vie, c'est le partage. Exactement. C'est de donner ce qu'ils connaissent. Exactement. Mais je suis sûre que de là où vous êtes, d'ailleurs, vous gardez toujours un lien avec le milieu universitaire. Oui, et puis, évidemment. Les étudiants, vous devez toujours animer des conférences. Exactement. J'ai mon bureau, toujours, à l'université. Je me rends à mon bureau à chaque fois que je suis à Dakar. Au moins un jour par semaine, je vais à mon bureau. J'ai encadré mon dernier étudiant en thèse, il a soutenu il y a 1 an. Et donc, je continue effectivement à participer à des colloques et éventuellement de donner des cours de master. Ah ben c'est bien. Alors, en février 2013, contre toute attente, vous êtes nommé directeur général de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal, la SODAGRI. Comment avez-vous accueilli cette nomination? Étiez-vous préparé à tout cela? Préparé, non, parce que comme je vous ai dit, moi, comme je disais tout à l'heure, en tout cas, ma vie, c'était à l'université. Oui. Donc, en 2011, il y a eu un déclic, j'ai décidé de m'engager en politique et je suis allé voir, à l'époque, le candidat Macky Sall pour lui dire que je souhaitais intégrer son parti et m'engager à ses côtés. Chemin faisant, ce qui devait arriver arriva. On a eu la deuxième alternance du Sénégal en 2012 et le candidat Macky Sall est devenu le président Macky Sall. Alors, ma nomination, effectivement, aurait pu surprendre. Je me rappelle bien qu'il y a quelqu'un, un chroniqueur très bien connu au Sénégal, du nom de Modignan pour ne pas le citer, qui avait dit à l'époque qu'il était assez content des nominations de Macky Sall, sauf peut-être une, c'est la mienne, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi un éminent professeur de mathématiques devait être renvoyé dans les rizières en Casamance, alors qu'on a des problèmes vraiment de problèmes de mathématiques. Ouais. Bien sûr. Une fois, j'ai eu l'occasion d'en parler directement avec lui. Je n'avais pas répondu par presse interposée. Et vous vous êtes fait un plaisir de lui dire qu'en fait, ce qu'il ne comprenait pas, c'est que moi, je suis né d'abord à côté des rizières de Casamance, je suis Koldoa. Mon premier boulot, peut-être, c'était d'aller chasser les oiseaux avant que ma grand-mère n'arrive pour commencer la récolte du riz. Et donc, ce que Macky Sall a fait, c'est peut-être un génie d'ailleurs, Macky Sall, parce qu'il m'a ramené dans le royaume de mon enfance. Tout à fait. Et j'ai un énorme plaisir à travailler pour les populations qui m'ont vu grandir. Quand je suis à Kolda, où intervient la SODAGRI, en Casamance de façon générale, dans les rizières, les gens que je rencontre, soit ils me connaissent, soit ils connaissent mon père, ma mère. Et l'idée de voir que ça progresse pour eux, qu'à la place de leur daba, maintenant il y a un tracteur grâce à la SODAGRI, etc. Donc ça, c'est un plaisir qu'on ne peut même pas mesurer. Donc oui, il y avait peut-être une petite surprise pour les gens qui ne me connaissaient pas. Mais pour moi, j'ai accueilli ça avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup d'espoir. Je me disais que le président il me donnait là l'occasion vraiment de travailler au niveau de mon terroir. Et d'ailleurs, je pense que les critères qui ont fait que j'ai été nommé, si on devrait en citer, ce serait ça, parce que moi, je ne suis pas agronome à la base.
Et donc, je pense que le président, il s'est dit que je suis engagé à ses côtés. Ça, il n'y a pas de doute. Je crois en lui, je crois à sa vision. Et ensuite, il savait que je suis un cadre du Fouladou, de la Casamance, qui a un ancrage dans ce pays et dans cette région. Et il y avait une certaine, en tout cas, réclamation des populations du Sud qui commençaient à dire que depuis, je pense que la SODAGRI a été créée depuis 40 ans, elle n'a été dirigée qu'une seule fois par un cadre du Sud. Oui, voilà, et donc il y avait ça, et donc tout ça a fait que c'est tombé sur moi, et j'en suis très ravi, et je suis très content des progrès, par exemple, qui ont été faits au niveau de cette société. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions, dans vos nouvelles fonctions dans le secteur public? Oui, c'est vrai que quand on vient du milieu universitaire, qui est un milieu assez libre, c'est clair que ça change. Ça change beaucoup de choses. On n'est pas très habitué à la rigueur administrative. Et des fois, effectivement, on peut avoir des problèmes de voir que l'administration a ses règles, qui ne sont pas forcément des règles qui tiennent compte de la célérité, de l'optimalité de l'action. Donc ça, c'est quelques difficultés qu'on peut avoir. Mais globalement, je pense qu'il y a au Sénégal, depuis la mise en place du plan Sénégal émergent et du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, un engouement, une volonté politique pour faire de notre agriculture une agriculture moderne, une agriculture durable qui permet vraiment le développement. Merci. Alors, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent quel est le rôle de la Société de développement agricole et industriel, la SODAGRI? Oui, la Société de développement agricole et industriel du Sénégal a été créée dans les années 80. C'était, on peut dire, le début vraiment des sécheresses, un peu le climat, peut-être les changements climatiques commençaient déjà à se faire voir. L'idée, c'était de créer une zone agricole où il y aurait la maîtrise de l'eau au niveau de la Casamance. C'est un bras de fleuve, il y a un fleuve qui s'appelle la Tianga, avec un bras de fleuve qui s'appelle Anambé. Et donc, c'était un projet qui s'est installé là pour créer une grande ferme, en tout cas moderne, avec de la culture irriguée du riz, et avec maîtrise de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'ils maîtrisaient de la production à la transformation. Il y avait une rizerie moderne, etc. Au fil des années, il y a eu des changements politiques et à un certain moment, on a demandé à la SODAGRI de devenir carrément une société d'aménagement hydro-agricole et d'appui conseil, principalement. Donc, c'était une façon de rééquilibrer peut-être des choses. On avait déjà au nord du Sénégal, le long de la vallée du fleuve Sénégal, ce qu'on appelle la SAED, qui jouait ce rôle, et on a demandé à la SODAGRI de jouer le même rôle au niveau du bassin de l'Anambé. Et donc c'est principalement vraiment des aménagements hydro-agricoles, l'appui conseil aux producteurs pour une production de riz de qualité et durable, avec de bons rendements. Mais depuis justement 2013, quand il y a eu le plan Sénégal émergent et cette nouvelle politique d'accélération de la cadence, le président de la République a voulu que la SODAGRI étende ses activités dans toute la Casamance et le sud-est du Sénégal. Donc maintenant, on peut dire que les deux sociétés ceinturent le Sénégal. La SAED va de Saint-Louis à Bakel et la SODAGRI, elle va de Bakel à Oussouye. Donc du coup, nous travaillons sur 5 régions. Principalement, notre rôle, comme je vous ai dit, c'est aménagement hydro-agricole et appui conseil. L'idée, c'est que la SODAGRI pilote le développement d'une riziculture moderne, productive, de qualité et durable au niveau des zones de la Casamance. Le programme national d'autosuffisance en riz, on va dire qu'il est structuré comme suit. On attend 60% de la production de la vallée du fleuve Sénégal et 40% des régions sud, c'est-à-dire du riz pluvial. Et donc la SODAGRI a pour rôle essentiellement de piloter la riziculture dans ces zones pour l'atteinte des 40% du programme national d'autosuffisance en riz. D'accord. Et pouvez-vous nous parler du projet Tiers Sud? Quelles en sont les composantes? Oui, le projet Tiers Sud, c'est un projet qui a démarré maintenant il y a 2 mois. C'est un projet dont le but, c'est vraiment d'apporter l'émergence sur cette partie tiers sud du Sénégal, à savoir la région de Kolda, la région de Tamba et la région de Kédougou. Le projet a 4 composantes. Il y a une composante qui consiste à construire des communs ruraux
pour la base productive, par exemple, améliorer la production. Je donne un exemple. Grâce à ce projet, on va réhabiliter 1200 hectares du bassin de l'Anambé pour permettre aux producteurs d'améliorer leur rendement et d'avoir une meilleure maîtrise de l'eau. On va aménager au niveau des vallées, pour les femmes, au niveau de la riziculture, au moins 500 hectares. On va travailler pour le désenclavement des zones de production pour au moins 30 km de pistes, non 100 km de pistes. Ensuite, il y a d'autres filières porteuses comme le lait, la banane. Par exemple, les bananeries de Gouloumbou, ce projet a pour but d'essayer de les sécuriser par rapport aux inondations, mais surtout rendre la banane plus compétitive, c'est-à-dire essayer d'organiser les producteurs pour avoir une meilleure commercialisation. On le fera pour le lait et pour le maïs aussi. Donc c'est un projet d'envergure financé à hauteur de 30 milliards par la coopération française à travers l'Agence française de développement et l'Union européenne. Donc c'est un projet sur lequel comptent beaucoup les populations de cette zone. Le projet a démarré il y a 2 mois et nous espérons que d'ici 5 ans, il aura participé à créer un peu, en tout cas à impacter fortement dans l'émergence de ces terroirs. Forcément. Alors quel regard, après toutes ces années à ce poste, quel regard portez-vous sur le secteur de l'agriculture au Sénégal? Oui, je pense que le président Macky Sall, dans son programme Yoonu Yokkute, le programme de campagne, avait mis l'agriculture au centre vraiment de ce programme. Et il l'a traduit dans les actes et même dans le cadre du plan, parce qu'on est passé du programme au plan. Et dans ce plan, l'agriculture, c'est un des piliers du plan Sénégal émergent. Et je dis, par exemple, que avec Senghor, nous avons eu une première révolution agricole. C'est-à-dire, on est passé de la houe à la daba, à la charrue, au semoir, c'est-à-dire au petit matériel atelier. Nous avons vécu ça. Dieu merci, j'ai pu vivre maintenant, en tout cas. Les choses ont évolué. Une autre révolution agricole. Comme je vous ai dit, les gens sont passés de la charrue maintenant au tracteur. On a, par exemple, la Sodagri a implanté au moins 30 décortiqueuses à riz dans la région de Kolda pour vraiment diminuer le travail des femmes. 30 batteuses, 30 batteuses pour le riz et 30 machines pour récolter. Et donc, je pense que l'agriculture sénégalaise est en train de montrer un nouveau visage. Et c'est une agriculture, comme je disais, grâce aussi au management du docteur Papa Blasek, le ministre de l'Agriculture, qui est décomplexée maintenant. C'est une agriculture décomplexée. Je vois maintenant chez moi, à Anambé, des producteurs qui me disent qu'ils ont acheté une voiture, d'autres ont construit des villas. On peut regarder donc maintenant... les conditions de vie s'améliorent. Exactement, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on comprend maintenant qu'un agriculteur, ce n'est pas un pauvre paysan qui est là pour la survie, mais que c'est quelqu'un qui peut s'épanouir, vivre comme n'importe quel autre fonctionnaire, voire mieux. Parce que, comme je vous ai dit, quand un agriculteur arrive à acheter cash une voiture, ce n'est pas le cas pour tous les instituteurs du coin. Donc, une fois qu'on saura qu'on peut vivre dignement de l'agriculture et s'épanouir, avoir accès à tout le confort que n'importe quel individu peut accéder quand il est en ville ou quand il est fonctionnaire, je pense que ça change tout. Et actuellement, en tout cas, l'agriculture sénégalaise est sur cette voie. Et je pense que c'est la bonne voie. En parlant justement de conditions de vie, ne pensez-vous pas que la jeunesse sénégalaise fait une erreur en ne se tournant pas vers ce secteur d'activité? Il y a quand même beaucoup d'opportunités dans le milieu de l'agriculture et on pourrait y développer beaucoup d'emplois. Cela n'est-il pas dû à un manque d'information chez les jeunes? Parce que c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment bien plutôt travailler dans des bureaux. Alors qu'aujourd'hui, ou aller en Europe, ou aller ailleurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au risque de leur vie même d'ailleurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous en parlez tout à l'heure, un agriculteur qui peut s'acheter une maison, une voiture, ça veut dire qu'il gagne quand même bien sa vie. Oui, ça c'est, comme vous dites, c'est une question peut-être d'information effectivement, d'information utile surtout. Et ça, j'ai eu à organiser un forum avec les conducteurs de moto Jakarta. C'est un phénomène qui est bien connu au Sénégal, où les gens, chaque matin, se réveillent et font du mototaxi, qui leur permet de gagner 1000 francs à 2000 francs. Mais ça, ce n'est pas un boulot durable. Alors qu'ils peuvent s'adonner à d'autres activités qui sont plus rentables et plus durables. Et donc, c'est pour cela qu'il y a des efforts à faire au niveau effectivement de la sensibilisation. Parce que quand on va en Europe,
on voit que les jeunes qui ont quitté ma région, j'en rencontre beaucoup dans la diaspora, ils font des travaux aussi pénibles. Et c'est dans l'agriculture ou dans l'élevage qu'ils le font là-bas. Oui. Alors qu'ici, ils seraient propriétaires. Ils seront propriétaires ici, ils sont le propre patron. Là-bas, ils sont utilisés par d'autres gens dans des conditions difficiles. Nous connaissons tous, c'est pas chez eux. Il y a avec tout ce qui va, tous les problèmes qui vont avec. Ici, ils ont des terres. Et ils sont propriétaires et ils peuvent développer les mêmes choses. Exactement. Donc je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine pour faire comprendre aux gens, c'est bien d'aller en Europe, mais si on peut suivre le Classico Barça-Madrid dans son village, devant ça, en tout cas à côté de son troupeau et de ses champs, c'est beaucoup mieux. Eux-mêmes, ils le savent quand ils partent. C'est quand ils partent qu'ils comprennent. Et c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc, effectivement, nous avons dans notre programme des programmes de sensibilisation pour faire comprendre aux jeunes que la Casamance, en tout cas, par exemple, elle est super dotée. C'est incroyable comme elle est dotée. Moi, j'étais en Espagne, dans une région où l'eau, c'est Saragosse, où l'eau, par exemple, qui est utilisée, venait de 250 km plus loin des Pyrénées, avec le dégel de la glace. On ne peut pas faire 20 km en Casamance sans rencontrer un cours d'eau, un fleuve ou une rizière. Et le terrain, il est plat. Donc vraiment, c'est l'endroit idéal pour faire de la tout pousse dans nos régions. Je pense que ça, c'est un aspect fondamental sur lequel on doit travailler. Faire comprendre à notre jeunesse que l'Afrique est riche, qu'elle est même... Elle a une des richesses actuellement les plus convoitées au monde. C'est une terre cultivable. Alors, professeur Baldé, je suppose que vous-même, vous cultivez le riz dans votre région pour donner l'exemple. Oui, en effet, Corinne, dans mon village, j'ai pris un demi-hectare pour servir un peu de modèle. Et ça marche très très bien. Et grâce à ce demi-hectare, on peut récolter jusqu'à 2 tonnes de riz. Et c'est ce qui permet à notre famille, qui est restée au village, de manger du riz toute l'année. 2 tonnes de riz par an? 2 tonnes de riz. Et vous savez, un ménage moyen n'arrive pas à manger plus de 2 tonnes de riz par an. L'idée, c'était de montrer d'abord que le riz, on peut en faire partout en Casamance, pas seulement dans des rizières ou des périmètres aménagés. Partout, on peut faire du riz. Et je le fais vraiment sur un champ de cases, comme on va dire. Et donc, grâce aux nouvelles variétés de riz, la Casamance, elle est rizicultivable entièrement. Donc ce modèle, il marche bien. On peut faire du riz partout et en faisant un demi-hectare, on peut nourrir sa famille. C'est comme ça qu'on peut atteindre l'autosuffisance locale. C'est le programme Kolda nourrit Kolda, Ziguinchor nourrit Ziguinchor, Sédhiou nourrit Sédhiou. C'est fabuleux ça, c'est bien en tout cas. Mais j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de venir visiter cette belle rizière. Vous êtes invité. Alors, professeur Baldé, vous êtes également président du conseil départemental de Kolda, ville dont vous êtes originaire. Pouvez-vous nous parler de votre engagement social auprès de la population de Kolda et qu'est-ce que cela représente pour vous d'être président du conseil départemental de cette ville qui vous a vu grandir? Merci beaucoup. Effectivement, quand je me suis engagé en politique, au départ c'était plutôt la démocratie sénégalaise est menacée, on doit faire quelque chose. Et après, de fil en aiguille, on s'est dit, bon, ben, nous sommes les cadres de notre terroir, on est engagé en politique, donc il faut retourner à la base. Et à ce titre, effectivement, j'ai été la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar pour le conseil départemental de Kolda. Et durant notre campagne, on avait dit que notre surpriorité, ce serait l'éducation, la santé et la culture. Pourquoi ça? Parce que je disais aux gens, moi, le jeune villageois que j'étais, si aujourd'hui je pouvais être directeur général de la Sodagri, c'est parce que j'avais eu une bonne formation. Bien sûr. Donc l'idée, c'est qu'il faut que les gens aient une bonne éducation. Le meilleur outil, l'arme la plus puissante pour s'en sortir, c'est l'éducation. Et c'est depuis que nous avons été élus, on est resté dans cette ligne. Vous savez, notre département, notre région d'ailleurs de façon générale, Kolda, c'est la région qui a le plus grand taux d'abris provisoires. Alors, les abris provisoires dans les écoles, ce sont des abriques, ce sont des classes qui sont construites à partir du mois d'octobre par les parents d'élèves, mais c'est provisoire parce que c'est fait de craintin, etc. Donc, un de nos objectifs, c'était de résorber les abris provisoires. Par exemple,
Je passais tout le temps devant un collège pour aller me rendre dans mon village natal. Et le collège, il disparaissait pendant l'hivernage parce qu'il n'y avait que des abris provisoires. Il n'y a aucune classe bâtie. Et nous avons répertorié tous les collèges qui avaient ce problème. Nous avons au moins construit une classe pour donner une identité au collège. Nous avons construit des blocs administratifs pour sécuriser l'administration parce que le proviseur ou le principal du collège, il était sous l'arbre à palabre avec ses fiches, documents et voilà, tout. etc. Après... Donc le premier objectif qu'on a fait, c'était ça. Et avec ça, on a construit au moins plus de 25 classes et de blocs administratifs dans notre département. Et il se trouve que le gouvernement a un programme qui s'appelle Zéro abri provisoire qui va venir maintenant permettre à toutes nos écoles d'avoir des classes. Parce que c'était traumatisant pour les enfants d'avoir des écoles primaires bâties et de se retrouver au collège dans des abris provisoires. C'est pas logique. Même si en attendant, je leur disais que moi-même, j'ai étudié une fois dans un abri provisoire et que de toutes les façons, quand ils auront le bac, s'ils ont mentionné bien, personne ne va mentionner que c'était sous un abri provisoire. C'est clair. Donc voilà, on a vraiment travaillé sur l'éducation. Pour la santé aussi, on a fait des efforts, notamment grâce à une association de la diaspora coldoise qui est en Suisse, qui nous ont permis d'avoir du matériel pour l'hôpital régional de Kolda pour une valeur de 50 millions. Et des efforts comme ça ont été faits. Mais aussi, un autre volet maintenant sur lequel je travaille cette année, c'est le volet culturel. Parce que, vous savez, quand on va à Paris, on va au musée du Louvre, même quand on va à Barcelone, on va au musée de Barcelone, on retrouve les coupes qu'ils ont gagnées. En Afrique, en tout cas, je ne sais pas ailleurs, mais au Sénégal, on a ce problème. Et nous avons décidé de construire le musée du Fouladou au niveau du conseil départemental de Kolda. Ça nous permettra de conserver, par exemple, les outils agricoles qui sont en train de disparaître. Actuellement, comme on est, Dieu merci, on est en train de moderniser l'agriculture sénégalaise. Eh bien, il va falloir que dans 50 ans, que nos enfants sachent que leurs grands-parents, ils avaient une houe, une daba, c'est important. On vient de perdre un des plus grands griots de notre région. Mais il faudrait que demain, on puisse conserver son hodou pour que les gens sachent que M. Sanasseri, c'est avec cet instrument qu'il jouait. Justement, professeur Baldé, ce musée permettra de faire entrer de l'argent à la commune de Kolda et de donner de l'emploi aux jeunes? Oui. D'ailleurs, nous sommes en partenariat avec l'Office du tourisme en Casamance. Parce que le problème avec le tourisme, des fois en Afrique, au Sénégal en particulier, c'est que le touriste, quand il vient, qu'est-ce qu'il peut visiter? On n'a pas de montagne, on n'a pas le safari. Mais on doit quand même montrer quelque chose. Tout à fait. Le touriste, il a beau vous dire qu'on a la teranga sénégalaise, aller à la maison, mais ce serait mieux. Quand même, on a une histoire. On a une histoire. Et cette histoire, on ne peut pas aller partout la voir. Il faut qu'il y ait quelque part un endroit. Et ce sera ce musée-là, voilà, pour permettre aux gens de voir, en tout cas pour ce qui concerne nous, notre terroir, voici notre culture, comment elle a évolué pendant des générations. Donc je pense qu'effectivement ce musée pourra permettre de développer le tourisme, faire des emplois et donc d'être par exemple une rentrée de devises pour notre pays. Ah non, c'est une très belle initiative. Alors professeur Baldé, au vu de toutes ces années d'expérience, si vous deviez faire un bilan, qu'en serait-il? C'est difficile de faire un bilan, toujours. Un mini-bilan, parce qu'il vous reste encore beaucoup d'années. Oui. Si on regarde, en tout cas, pour l'universitaire, pour ma carrière universitaire, Dieu merci, je suis professeur des universités, titulaire des universités. C'est le dernier grade dans les grades universitaires. Donc on peut dire que là, j'aimerais bien de nouveau produire quelques théorèmes quand même. Je ne voudrais pas finir ma carrière comme ça. J'espère que d'ici quelques années, je vais pouvoir reproduire quelques théorèmes avec des collègues africains, ivoiriens, sénégalais. Parce que nous, dans le monde de la science, on a envie quand même de coproduire pour les choses. La carrière politique, ça c'est autre chose. Nous allons vers des échéances importantes. 2019. Vous savez que mon leader, c'est le président Macky Sall. Je crois que c'est un excellent président pour le Sénégal. Et je suis prêt à continuer à l'accompagner. J'espère donc qu'en 2019, il va encore continuer à travailler pour le Sénégal en tant que président de la République. Et qu'en ce moment, évidemment, ça dépend de ça. Parce que moi, je travaille à ses côtés. J'espère encore pouvoir l'accompagner au moins jusqu'en 2024.
en espérant aussi qu'effectivement les programmes qu'on a fait pour l'autosuffisance en riz, on les aura. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, c'est une question de civilisation. Moi, j'ai toujours dit que la meilleure définition de civilisation, j'ai lu ça dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. C'est une architecture de réponse. Comment on fait pour manger, comment on fait pour se déplacer, etc. Or, actuellement, pour manger, la plupart des Sénégalais ont dans leur riz, dans leur bol, du riz qui vient de Chine ou de Thaïlande. Ce n'est pas raisonnable. Donc, nous avons toutes les conditions pour pouvoir être autosuffisants. Donc, ce programme, nous devons l'atteindre. J'espère donc qu'en 2019, en 2020, nous aurons l'autosuffisance en riz. Donc, en termes de bilan, on peut dire que ce qu'on a fait à la Sodagri, faire en sorte que la Sodagri quand même soit maintenant une société qui compte dans le programme national de développement agricole, dans le programme national d'autosuffisance en riz au Sénégal. Je pense que ça, c'est assez important comme bilan, mais il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Nous espérons faire plus, faire mieux, assurer vraiment l'autosuffisance de façon définitive et durable au Sénégal. Alors, quel a été votre leitmotiv durant toutes ces années? Je pense que j'ai voulu toujours, en tout cas, montrer que le fait qu'on soit né dans une région périphérique n'empêche pas d'aller le plus loin possible. Exactement. À cet effet, quel conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous suivent aujourd'hui? Je pense qu'il faut que les gens comprennent que le fait d'être un jeune Africain en 2018 est une chance et non pas quelque chose comme, en tout cas, une tragédie. Pourquoi c'est une chance? Parce que l'Afrique, c'est le continent de la jeunesse. C'est le continent de la jeunesse. Nous avons une population jeune au moment où beaucoup de pays dans le monde ont des populations vieillissantes. Vous savez, quand je suis rentré il n'y a pas longtemps, déjà quand j'étais en thèse, on remarquait que dans les labos français, il n'y avait que des jeunes africains. Il n'y avait plus presque de jeunes français. Parce qu'un jeune français, comme ici aussi, peut-être savait qu'il pouvait travailler rapidement. Les études universitaires, la recherche, c'est très long. Et il n'y avait que des Africains qui remplissaient les labos au niveau. Et cette tendance, elle continue. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons la population jeune. Pour faire fonctionner un laboratoire, on a besoin de jeunes. Pour faire fonctionner l'agriculture, on a besoin. Pour faire le développement, on a besoin de jeunes. Donc l'Afrique, actuellement, concentre l'une des plus riches, la richesse dont le monde a besoin, c'est sa jeunesse. Et donc cette jeunesse, elle doit comprendre ça, au lieu d'aller à l'étranger, de se dire qu'on peut le faire nous-mêmes ici. Mais les pays qui se sont développés, mais il n'y a pas d'autres qui sont venus les développer. L'Europe, elle s'est développée elle-même. Il y a eu des contraintes. Quand il fait froid, on se débrouille pour inventer le chauffage. Quand il fait très chaud, on se débrouille, etc. Donc, il faut qu'on reste chez nous, qu'on croit en nous-mêmes, qu'on se donne comme leitmotiv, si vous voulez, l'amélioration des conditions de vie de nos populations, parce que c'est possible. Donc, moi, je dirais aux jeunes Africains, vous avez la chance. C'est difficile maintenant, mais en tout cas, être jeune en Afrique actuellement ne doit pas être vu comme une tragédie, mais plutôt comme une richesse, parce que la richesse en soi, la jeunesse en soi, c'est la richesse. L'Afrique, nous avons la terre, nous avons la jeunesse, et c'est la jeunesse qui construit le monde. Tout à fait. Donc il suffit juste qu'on n'aille pas construire d'autres continents. On a tout à portée Il faut qu'on construise le nôtre. Exactement. Voilà, merci professeur Baldé pour tous vos conseils. Alors nous sommes presque à la fin de notre émission, malheureusement. Professeur, je ne m'ennuie pas du tout avec vous, vous avez un parcours très enrichissant. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos perspectives? Alors, les perspectives, comme je vous dis, on va encore parler sur les deux tableaux. Parce que, comme je vous ai dit, l'universitaire que je suis continue à croire que bon, il faut réfléchir parce que j'aime bien réfléchir. Et l'avantage de la recherche, c'est qu'on réfléchit librement sur des problèmes qu'on a choisis. Donc, il y a plein de problèmes que je n'ai pas su résoudre, sur lesquels je vais... Que d'autres peut-être résoudront. J'espère bien. J'espère que d'autres jeunes Africains vont les résoudre. Mais en tout cas, je vais continuer à y réfléchir en espérant que j'en résoudrai quelques-uns. Sinon, sur le plan de l'engagement politique, comme je vous ai dit, la perspective, c'est 2019. Je crois au président Macky Sall. J'espère qu'il gagnera les élections au premier tour.
Et s'il le désire, je continuerai à l'accompagner jusqu'au moins en 2024 pour essayer d'amener l'émergence au Sénégal. Nous vous remercions, professeur Baldé, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos projets à venir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir fait le déplacement. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Que Dieu vous garde. Nous sommes de retour avec notre invité. De retour de pub sur notre plateau. De retour de pub sur notre plateau avec... Malheureusement, professeur Baldé, le temps qui nous est imparti, tout ça... Ah, la fin est toujours difficile. Malheureusement, professeur Baldé...